Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on débute le webinaire. Merci à tous d'être présents pour ce troisième webinaire vendredi C'est Biodiv, qui est organisé dans le cadre du groupe de travail biodiversité de VAD, avec au programme aujourd'hui trois interventions. Donc, un premier témoignage d'Alison Paquette de l'UPGE sur le génie écologique, un maillon utile à vos aménagements. Ensuite, Blandine Gousbail, qui est référente nature en ville, biodiversité urbaine, chef de projet chez Aegis, nous présentera deux labels, le Biodiversity Ready et Biodiversity Life, deux labels pour faire vivre la nature en ville. Et enfin, Bruno Imbert mettra un petit coup de projecteur sur le sujet du végétal. Et je vous propose de garder vos questions pour la fin du webinaire. On les prendra toutes à la fin, mais vous pouvez aussi vous poser vos questions dans le chat et puis les intervenantes pourront également y répondre au fil de l'eau. Quelques mots d'introduction. D'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas VAD, mais je pense que globalement, ce matin, il y a énormément d'adhérents de VAD. En deux mots, donc, Ville et Aménagement Durable, nous sommes un réseau d'acteurs de la construction et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. On représente aujourd'hui un réseau de 2000 professionnels, dont un peu plus de 460 membres. L'objectif, c'est vraiment de s'informer, se former, débattre et co-construire de nouveaux standards. Notre spécificité, c'est de s'appuyer sur des actions collectives où nos adhérents sont les premiers contributeurs et le moteur de l'activité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on anime différentes actions collectives avec nos adhérents. Là, vous les voyez un petit peu sur le support, que ce soit plutôt des actions collectives à l'échelle bâtiment qu'à l'échelle plutôt de l'aménagement des territoires. Et dans le cadre de la communauté aménagement des territoires, nous avons lancé début d'année dernière un groupe de travail biodiversité. Ce groupe de travail a pour objectif de renforcer la prise en compte du vivant dans les projets de construction, réhabilitation et d'aménagement par tout un ensemble d'actions. Alors ça, c'est les volontés qui ont été exprimées par les membres du groupe. Tout n'est pas aujourd'hui mis en place, mais on va s'y atteler dans les mois qui arrivent, avec en particulier tout un enjeu autour de la sensibilisation, la culturation aux enjeux et la mise en lumière d'opérations démonstratrices associées à de l'évaluation. Donc, on essaye dans les webinaires de faire passer pas mal de messages et puis de mettre en avant des projets du territoire. L'objectif aussi par ces webinaires, c'est de mettre en avant des travaux de réseau, de partenaires, et c'est pour ça qu'on a le plaisir d'avoir l'UPGE aujourd'hui. Au niveau du groupe de travail biodiversité, vous pouvez retrouver sur notre site internet différents éléments qu'on a déjà structurés. Tout d'abord, un annuaire avec les membres du groupe de travail et des acteurs ressources qu'on a identifiés sur cette thématique. On avait commencé les travaux par un état des lieux, des travaux des différents partenaires, Aura HLM, l'OFB, le CSTB, etc. Donc, vous retrouvez sur notre site aussi cet état des lieux, un petit peu de qui fait quoi aujourd'hui sur ces enjeux de biodiversité. Les supports de nos réunions plénières, une enquête qu'on avait faite auprès de nos adhérents l'année dernière. Et puis, le replay des deux premiers webinaires, n'hésitez pas à les consulter. Le premier avait permis de faire un focus sur le projet RTE à Jonage et sur la marque végétale locale et le métier d'écologue. Le deuxième webinaire avait mis en avant les travaux du CEREMA, ainsi que les travaux d'une association lyonnaise des espèces par million et l'opération Vélanova en Haute-Savoie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste mettre en lumière quelques événements qu'on a organisés récemment. Vous pourrez retrouver les supports, les photos sur notre site internet. Tout d'abord, la visite de l'écoquartier à la cité fertile et solidaire de la Duchère. Un très beau projet qui est en particulier réalisé dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile. Donc, cet événement a permis de découvrir des corridors de verdure, des cœurs d'îlots, supports d'usage et de biodiversité,
Également le parc du Vallon, qui est très intéressant sur la question aussi de la gestion des eaux pluviales. Des plateformes de broyat, des stations de compostage, et puis la halle agriculturelle et sa micro-ferme urbaine que vous voyez à droite sur les photos. Nous avons également organisé le 2 avril une visite commentée d'un parking expérimental à Valence sur la gestion de l'eau aux abords des bâtiments. Donc, ça a permis de voir tout un ensemble de solutions d'infiltration euh, des eaux aux abords des bâtiments pour étudier à la fois le vieillissement, la pérennité des matériaux utilisés ainsi que l'évolution de la capacité d'infiltration des revêtements. Donc, de la même manière, vous pouvez retrouver tous les supports sur notre site Internet. Et puis, nous venons de mettre en ligne la synthèse d'une journée qu'on avait organisée pour la SPL Lyon Confluence sur la question de la fabrique de sols fertiles. Donc, vous retrouverez la synthèse sur notre site Internet et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 10 octobre pour une prochaine journée à Lyon et à Bron de valorisation d'expérience de fabrique de sols fertiles. Et pour terminer, je vous invite à nous rejoindre lors de la soirée de lancement de notre festival qui aura lieu jeudi prochain, le 13 juin, à Zadigacité à Lyon. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue sur ces mots d'introduction et je vais passer la parole à Alison Paquette, déléguée générale de l'UPGE. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Nous sommes vraiment ravis d'avoir l'opportunité de vous présenter notre association professionnelle que je vais donc avoir le plaisir de dérouler avec vous. Alors, l'Union professionnelle du génie écologique est une jeune association professionnelle. Nous sommes une association en 1901 à but non lucratif qui représentons des bureaux d'études écologues et des entreprises de travaux de génie écologique. Pour rappel, évidemment, le génie écologique, ce n'est pas forcément une notion qui est connue de tous, c'est une notion qui est relativement nouvelle dans l'écosystème. On connaît très bien le génie civil, voilà. Le génie écologique est la nouvelle mode. Très concrètement, en fait, on peut le définir par la conduite de projet qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, favorise la résilience des écosystèmes. Alors, la définition est peut-être un peu complexe aussi, mais la slide suivante va nous éclairer de manière plus opérationnelle. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement de la résilience des écosystèmes? C'est gérer, favoriser, restaurer la biodiversité et en particulier les fonctions écosystémiques pour permettre donc au milieu d'être sain, d'être propice aux interactions du vivant, que ce soit la faune, la flore, pour et par le vivant. Alors ça, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est que le génie écologique mobilise vraiment des techniques. On dit souvent que nos clients ne sont pas nos maîtres d'ouvrage. Nos clients, ce sont les papillons, les abeilles. Ce sont finalement ceux qui sont les bénéficiaires finaux de ces techniques de génie écologique. Alors, la filière aujourd'hui, donc, comme je vous disais, c'est une notion relativement récente. C'est une filière professionnelle et économique très récente. L'UPGE fête cette année ses 15 ans et représente aujourd'hui uniquement, c'est beaucoup et peu à la fois, 150 entreprises partout en France. Ça va évidemment des TPE, PME, mais aussi jusqu'aux grands groupes, puisque beaucoup d'entre eux se structurent également avec des filiales dédiées. Alors, la profession aujourd'hui est estimée à peu près 80 000 emplois, nouveaux emplois sous 5 ans, et nous représentions en 2023 35 000 emplois sur le territoire national. Alors, comme toutes les fédérations professionnelles, nous avons les mêmes objectifs que tous, hein, c'est-à-dire essayer de porter une vision un peu stratégique de qu'est-ce que sera le génie écologique de demain, quelles sont les grandes orientations d'un point de vue aussi réglementaire à porter et à défendre pour permettre à cette filière de se structurer. On a également évidemment un rôle d'animation de réseau à l'échelle nationale et régionale, puisque nous avons des groupes de travail régionaux avec des présidents de région qui sont des référents locaux aussi pour les partenaires. Et sur Lyon, il s'agit de Sabine Laval, qui est la gérante du bureau d'études écologues à Serres-Campestre.
On a évidemment des groupes de travail également thématiques, transverses. Je vous en parlerai peut-être, je ne sais plus si c'est la slide suivante ou pas, mais je vous en parlerai un peu. On a évidemment un rôle de représentation à l'échelle nationale puisque nos bureaux sont à Paris et on essaye de faire beaucoup de pédagogie autour du génie écologique, ne serait-ce que de le faire connaître, hein, et aussi de communiquer sur les métiers, sur les carrières d'avenir que sont les métiers du génie écologique. Et puis, on a un rôle également de structuration fort sur le levier compétences, hein, puisque nouveaux métiers, nouvelles compétences, et surtout les compétences du vivant qui sont en perpétuelle évolution. Voilà, donc on produit évidemment des formations, des guides, des normes et beaucoup de choses dans ce sens. Alors, la slide suivante. Ah oui, alors pour vous parler un petit peu du marché du génie écologique, alors c'est un marché, hein, que vous l'aurez compris, en pleine croissance, en pleine structuration. 45%, bah, c'est clairement, hein, on ne va pas se mentir, clairement stimulé par la réglementation, hein. Donc, la séquence éviter, réduire, compenser, c'est tout à fait réglementaire et c'est pas la majorité, mais pas loin du marché de génie écologique en France aujourd'hui. Il y a eu également de manière très structurante la directive cadre sur l'eau. Il y a évidemment les espèces protégées, la planification et ce qu'on voit émerger avec une part de plus en plus croissante, c'est la RSE, c'est aussi la volonté des particuliers, c'est l'agroécologie, etc., etc. C'est ce qu'on appelle, nous, les nouveaux marchés qui sont en train de grossir et d'émerger face à une prise de conscience générale, hein, évidemment, des enjeux écologiques dans les aménagements et dans les politiques RSE, évidemment, des entreprises. Alors, les projets de génie écologique, c'est important lorsqu'on parle du génie écologique de bien aussi faire découvrir deux normes qui sont très structurantes. Ce sont un peu les documents fondateurs du génie écologique en France. Ils ont été portés par des entreprises de l'UPGE, puisqu'une norme, pour rappel, eh bien, c'est un document qui est sur initiative, hein, de professionnels qui s'organisent, qui se structurent. Ce sont des normes à application volontaire mais elles sont au demeurant très structurantes pour la profession, pour les métiers. Et elles ont des noms un peu barbares, la NFX 1900 pour la conduite de projets de génie écologique. C'est une norme en fait qui peut vous intéresser et qui peut, si vous avez la curiosité, euh, être aussi un leitmotiv, un peu un guide de manière sur des projets plus globaux. Pourquoi? Parce que c'est une norme de méthodologie de gestion de projet, de génie écologique, mais qui en fait permet aussi de voir comment on intègre et on mène un projet de manière plus responsable et intégrative de la biodiversité. Alors, cette norme, en fait, finalement, reprend les 5 piliers que vous voyez, hein, c'est-à-dire il y a des enjeux de pré-cadrage qui doivent intégrer évidemment les enjeux culturels d'un territoire, qui doivent intégrer beaucoup de choses. Donc, il liste en fait quelles sont les questions pertinentes à se poser lorsque l'on souhaite intégrer la biodiversité dans un projet. Elle aborde également la phase d'étude, comment on fait un état initial de qualité, hein. Il y a évidemment toute la méthodologie liée à une conception de projet, qui soit une conception de projet qui intègre à toutes les phases la biodiversité. Il y a également la phase travaux, avec des choix très stratégiques à faire sur le matériel pour que celui-ci soit, par exemple, ne soit pas préjudiciable au sol, hein. Donc, dans les choix des matériaux et des matériels, d'intervention sur les chantiers, tout ça. Toujours dans une dynamique d'intégration de la biodiversité à toutes les phases. Et enfin, suivi et gestion sur du plus long terme. Donc ça, c'est pour cette première norme de méthodologie de gestion de projet. Et puis, il y en a une deuxième également, la NFX 3202. Celle-ci est relative à la conduite d'un état initial de biodiversité. Aujourd'hui, parfois, un état initial peut être mené de manière plus ou moins fine. Et ce que prône cette norme, c'est les bases méthodologiques pour s'assurer de faire un état initial qui soit le plus robuste possible. Parce que ne l'oublions pas, c'est dans l'intérêt toujours de la biodiversité. Alors, le génie écologique, vous l'avez toujours compris, c'est une filière nouvelle avec évidemment des métiers nouveaux. Et donc, notre rôle, c'est également d'accompagner un peu aussi sur les référentiels métiers, d'identifier quelles sont les compétences attachées à tel ou tel poste pour pouvoir par la suite aussi accompagner les établissements dans la création de parcours initiaux et aussi de formation continue tout au long de la vie de nos professionnels.
On a un peu cartographié. Alors, cette source, c'est le diagnostic emploi compétences de la filière du génie écologique qui a été porté par notre équipe nationale l'année dernière. Donc, c'était une étude extrêmement structurante parce que on a pu mettre en exergue, ben voilà, aujourd'hui, comment sont structurés nos métiers, que représentons-nous et avoir aussi une vision prospective des métiers, des emplois et des compétences nécessaires pour les années à venir. Alors, vous retrouvez ici évidemment des métiers très spécialisés et des métiers plus généralistes avec un vernis spécialisé. C'est le cas, par exemple, dans les métiers très spécialisés, évidemment, du naturaliste, mais aussi de l'ingénieur écologue. Donc là, vous voyez, on a un volet études hein, aujourd'hui dans notre filière qui est principalement des métiers de l'étude, hein, 66%, et 34% des métiers des travaux. Et dans ces travaux, vous retrouvez des métiers généraux, type ouvriers, mais avec une connotation, un vernis, donc ouvrier, par exemple, de génie écologique, ou également tous les métiers traditionnels, conducteur de travaux, chef de chantier, etc., etc. Cette étude, ce diagnostic emploi-compétences de la filière du génie écologique, nous a mis en exergue qu'on était face à une croissance. Alors, on part de loin, mais on est face à une croissance pour nous qui est exponentielle. Hein, comme je vous disais, nous étions 33 000 salariés en France en 2023 et nous avons une augmentation fulgurante puisque d'ici 2030, on s'attend à plus 110 à 115, 141, pardon, pour cent de besoins dans la filière. Ça représente concrètement 7 000 nouveaux emplois chaque année qui sont ouverts dans le génie écologique. Et malheureusement, une formation initiale qui ne nous permet pas en fait de pourvoir, puisqu'aujourd'hui, que ce soit des masters de l'environnement, etc., ne nous fournissent déjà que 43% de nos besoins. Donc, on est vraiment dans une phase de transition et de croissance à manager, entre guillemets, en termes de compétences et d'accès à des parcours de formation pour répondre à des besoins en fait d'entreprises qui sont elles-mêmes en pleine croissance, qui ont énormément de demandes d'études écologues, d'études d'impact, et qui ont des difficultés à répondre aujourd'hui au marché parce que justement, nous sommes crucialement en manque de compétences. Et donc, on œuvre également, je continue, je vois, pardon, hein, excusez-moi. On œuvre également sur la formation continue. On a développé à l'échelle de la fédération une activité qui s'appelle UPGE Formation et qui vient combler un peu, apporter les briques manquantes sur le volet de la formation continue de génie écologique. Et donc, l'objectif, c'est de développer un catalogue. On mobilise des experts, hein, ce sont des formations qui sont fournies par des experts des entreprises de l'UPGE à de futurs experts, de futurs professionnels pour leur apporter. Donc, on a des formations sur la norme, on a des formations également sur les sols, on a des formations sur beaucoup de thématiques, dont aussi les travaux, hein, pas que le volet études. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez découvrir ce volet-là, à aller sur notre site internet UPGE Formation. Alors, diversité de pratiques et d'approches. Aujourd'hui, le génie écologique mobilise hein, finalement plein de techniques qui sont plus connues, plus historiques. On retrouve évidemment le génie végétal qui est tout à fait mobilisé, la création, la restauration, la réhabilitation d'écosystèmes et le génie civil écologique. Il s'agit ici de terrassement, de passe à poissons, de passe à faune. Et l'UPGE est d'ailleurs partenaire de la création de la chaire génie civil écologique porté par le STP, Groupe Aritech, sur lequel nous travaillons pour structurer justement ces approches et ces techniques. Alors, vous avez ici une belle démonstration, hein, rien de mieux qu'une photo et du concret pour comprendre ce qu'est le génie écologique. Ici, vous avez un cours d'eau hein, qui nécessite un reméandrage. Vous avez des arassements de seuil, des passes à poissons. Des traitements d'espèces exotiques envahissantes. Alors ça, je sais, hein, vous devez le côtoyer dans vos quotidiens d'aménageurs. C'est une véritable plaie. Vous avez ici un exemple hein, de broyage-concassage. Donc la gestion des espèces exotiques envahissantes, c'est également du génie écologique. Et donc voilà, nous, ce qu'on prône, hein, c'est la compétence, se former, c'est une bonne idée.
Il faut évidemment mieux anticiper, intégrer les enjeux très en amont. Ça, c'est un conseil que on porte auprès de toutes les filières annexes, hein, que vous soyez aménageur, promoteur, architecte. L'anticipation et l'intégration des enjeux de la biodiversité très en amont des projets permet évidemment toujours de ne pas avoir de surprise sur les enjeux réglementaires par la suite et surtout aussi de faciliter l'acceptation des projets. Ça fait partie vraiment des points forts que l'on prône toujours dans cette norme de méthodologie de gestion de projet de génie écologique. Alors, l'adhérent, je crois, est-ce qu'il nous a rejoint? Julien, non, je crois qu'il n'a pas pu nous rejoindre. Alors, j'avais mobilisé une entreprise, mais je vais avoir le plaisir de vous montrer quelques exemples. Julien Perrin, conducteur de travaux de génie écologique, souhaitait vous présenter ce matin un exemple de chantier de génie écologique. Alors, malheureusement, n'étant pas là, je vais vous le parcourir de manière un peu sommaire, hein, puisque je ne connais pas son chantier. Mais vous avez ici Savas à Romans-sur-Isère. Donc, c'était un chantier porté par la collectivité. La maîtrise d'œuvre, elle, était coportée donc, par Biotech, Simeo, Atelier LD et Sera. Il y avait évidemment plusieurs lots, plusieurs marchés de travaux. Et il s'agissait d'une renaturation, justement portée par Ecovivo, Océlian. Hein, c'est la filière spécialisée génie écologique du groupe Vinci, avec Bonardel TP. Et c'était un très beau chantier parce que 350 000 euros hein, pour un chantier de génie écologique, c'est un beau chantier. Hein. On est souvent habitué, nous, sur le génie écologique, à des petits chantiers entre 40, 50, 60 000 euros. Donc 360 KE, c'est quelque chose de relativement important dans le secteur. Et donc, l'objectif était la restauration de la Savasse en intégrant évidemment de l'hydroécologie de cours d'eau et du réaménagement sur un modèle naturel. Et les enjeux étaient piscicole et chiroptère ici en l'occurrence. Je ne sais pas si Julien nous avait prévu une jolie photo ou pas. Eh bien non, pas de jolie photo. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, le cours d'eau canalisé, une galerie sous parking. Donc, il semblerait que ce chantier ait une excellente intégration dans l'aménagement de la ville. Je pense que c'est ce que Julien souhaitait vous mettre en avant. Là, vous avez des exemples. Alors, on est vraiment sur du chantier de taille importante ici, hein, comme je vous le disais, dérivation de cours d'eau en milieu urbain avec pompage, démolition de parking, de galeries, ouverture, gros terrassement, reconstitution de fond de lit. On est vraiment voilà, vous avez un exemple de très beau chantier de génie écologique, tout à fait intégré et impressionnant. Voilà ce que je peux vous dire ce matin. J'espère ne pas avoir trop longtemps monopolisé la parole et je tenais à vous remercier à nouveau pour l'opportunité de cette mise en lumière de l'UPGE et de ses activités. Merci beaucoup, Alison. Et il y a déjà une première question dans le chat, mais ou vous pouvez y répondre directement dans le fil de discussion, ou sinon on la prendra à la fin. Merci en tout cas pour cette première intervention. Et je vous propose de passer la parole à Blandine Gousbail du bureau d'études EGIS. Blandine, est-ce que tu Bonjour. préfères... Ouais. Ouais, je vais présenter moi, ouais, comme j'ai ouais, pas mal de très bien. slides, si c'est possible. Hop. Voilà, vous allez me dire, est-ce que vous voyez bien? Très bien. Bon, c'est parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, Juste le mettre en effectivement, plein écran, pardon. alors, Voilà. ouais, la technologie. J'ai la barre qui me gêne. Hop. Pardon, attendez. Tac, 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 mettre un peu. J'aurais dû le mettre avant, parce que maintenant j'ai la barre. Non, attendez. Je vais y arriver. Je pense que ça doit aller. Voilà, vous allez me dire si c'est mieux. Ça arrive. Excusez-moi. Est-ce que c'est mieux? Alors, je ne vous entends pas.
On n'a Ouais, pas d'écran, mais c'est pas grave. d'accord, ok. Donc du coup, le thème d'aujourd'hui, donc on sera sur Biodiversity Ready et Biodiversity Life. L'objectif étant de vous montrer que ces deux labels, du coup, ont pour objectif vraiment de faire vivre la nature en ville. Et par quel biais? Donc tout d'abord, je vais vous présenter une petite présentation d'Egis pour savoir qui on est. Donc, il faut savoir que Egis déjà est adhérent de l'UPGE aussi, voilà, juste en introduction, et bien sûr de Ville et Aménagement Durable aussi. Donc, on fait partie des 150 entreprises adhérentes de l'UPGE, et j'ai le plaisir aussi de travailler à certains groupes de travail, notamment sur la biodiversité en ville, et donc de partager et de réflexionner sur l'ensemble du coup de ces éléments et de ces sujets pour pouvoir les faire avancer. Donc, Egis, on est un grand groupe français, un acteur international de conseil et d'ingénierie dans la construction, les services et la mobilité. On est présent dans 100 pays et on a quand même 19 500 collaborateurs. Et on intervient dans quelques chiffres clés. Donc, on intervient du coup dans tout ce qui est écosystème urbain finalement et dans tout l'aménagement des territoires avec des thématiques comme les infrastructures linéaires, la construction et bien sûr tout ce qui est composante de l'environnement. Donc, Egis, c'est effectivement un acteur aussi de l'environnement, puisque du coup, on est adhérent de plusieurs associations aussi. Donc, l'environnement chez Egis, du coup, va prendre la forme de différentes expertises qui sont assez complémentaires. Donc, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, la décarbonation, la maîtrise des risques industriels, la qualité de l'air, etc. Pour pouvoir en fait les appliquer sur l'ensemble des projets et sur des thématiques, comme je disais, de territoire, de ville durable ou d'industrie. Donc, il y a 820 collaborateurs qui sont répartis avec 400 en France et dans 37 implantations en France et à l'international. Et ça permet aussi de développer des innovations. Donc, on a pu en développer 5 en 2023, puisque du coup, c'est quand même le cœur du développement de pouvoir innover, de pouvoir avancer et de pouvoir tester. Donc, rapidement, juste pour me présenter, donc, moi j'ai 17 ans d'expérience dans tout ce qui est solutions basées sur la nature, donc de la nature en ville, de la biodiversité. Je suis assesseur biodiversity, donc on va le voir, c'est une obligation du coup pour pouvoir porter les projets biodiversity. Donc, c'est une formation en fait que l'on a. Enfin, une sélection déjà sur CV, plus après une formation et un petit examen à la fin de cette formation pour permettre d'être assesseur biodiversity. Donc, il faut avoir comme expérience déjà passé des expériences sur le bâtiment, sur la biodiversité, sur l'intégration de la nature, et du coup avoir des compétences écologues, paysages, enfin, voilà, assez transverses pour pouvoir prétendre être assesseur biodiversity. Donc, dans aussi le domaine de l'environnement porté par Egis, donc je suis la référente effectivement de Nature en ville, qui permet donc de développer sur l'ensemble de nos projets tout un tas de thématiques et d'expertises qui peuvent aller sur la recréation de corridors écologiques ou la définition de plans de gestion des espaces verts, les certifications, l'application des séquences ERC et aussi deux points très importants, la reconnexion des populations urbaine à la nature, donc en fait des opérations de sensibilisation, voire même d'agriculture urbaine. Le label Biodiversity, quand même, quelques mots pour présenter ce label et les objectifs. Donc, c'est un label qui a maintenant plus de 10 ans. Il y a plus de 90 membres, parce que les chiffres datent un petit peu. C'est une seule et même filière. Donc, c'est une association qui a été créée par des acteurs en fait, de la construction et aussi des associations, des acteurs scientifiques aussi, pour que du coup, l'ensemble de ces compétences puissent être mis autour de la table et de définir en fait un référentiel qui est tourné toujours autour de 4 axes et qui va permettre en fait vraiment de travailler avec les maîtres d'ouvrage, les équipes de maîtrise d'œuvre et après derrière avec l'entretien. Et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir cette biodiversité urbaine et de faire en sorte en fait qu'elle puisse vraiment s'appliquer sur l'ensemble des opérations de construction. Et aussi, bien sûr, d'associer tout ce monde pour qu'on puisse en fait porter des projets qui puissent préserver la biodiversité sur du coup, ces opérations de construction. Donc, le label Biodiversity, il est assez complémentaire et différent de tout ce qui est BREEAM, LEED, HQE que l'on peut connaître.
C'est vraiment d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée sur les opérations immobilières. Et bah, ça a été un peu long dans la construction de ce label-là, mais le premier label qui est sorti, c'est le Biodiversity Construction, que l'on connaît tous, qui permet en fait de labelliser une parcelle, un projet immobilier. Et après, bah, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de faire évoluer en fait ce label Biodiversity. Et donc, il y en a deux autres qui ont été sortis, qui ont été testés du coup en amont, qui est le Biodiversity Life, qui concerne en fait tous les projets immobiliers en exploitation, et le Biodiversity Ready, qui du coup va être sur une autre échelle, à l'échelle d'un quartier, puisque bah, du coup, l'objectif est quand même d'avoir une cohérence lorsqu'on crée un quartier. Un petit zoom sur comment se passe la labellisation biodiversity. Donc déjà, il faut un porteur de labellisation. Donc souvent, c'est le maître d'ouvrage qui va porter du coup la labellisation, qui va s'engager à porter la démarche et à faire en sorte du coup d'avoir toutes les actions qui puissent être validées. Donc l'assesseur accrédité, donc écologue, donc en l'occurrence ici moi, on va dire, donc va évaluer le projet par rapport à cette grille. On va le voir un petit peu plus pour le live et le ready après par la suite, et va bah, du coup donner une note qui va être vérifiée après par le vérificateur qui est Deloitte ou Certivea, et le CIBI en fonction du coup de l'avis de ce vérificateur bah, donne le diplôme en fait du biodiversity. Et voilà, et après on peut continuer. Donc si on part sur une construction, après on peut partir sur un live par la suite. Le Biodiversity Ready, on va commencer par celui-là, un petit zoom. Donc, c'est finalement le dernier qui est sorti, qui est plus en test, du coup, maintenant. Donc, pour porter ce Biodiversity Ready, il faut avoir, du coup, être assesseur Biodiversity, plus avoir une petite formation spécifique, puisqu'on est sur un autre référentiel, une autre grille, donc du coup, pour que l'ensemble des assesseurs aient bien toutes les subtilités et les objectifs. Donc, c'est vraiment une approche un peu différente sur ce Ready, c'est qu'on va être sur une autre échelle, et c'est vraiment d'embarquer l'ensemble du coup des acteurs de l'aménagement des parcelles et des espaces publics pour avoir un projet bah, beaucoup plus impactant pour la biodiversité, enfin favorable à la biodiversité. Donc, on a toujours des étiquettes, c'est-à-dire une fois que l'on note le projet, on va avoir des notes qui vont de A à E. Et l'objectif, donc du coup, c'est de pouvoir bah, prétendre d'avoir au minimum un C. Donc, ce projet de label Biodiversité Ready, il y a certaines conditions quand même pour pouvoir y prétendre. Donc déjà, on va s'adresser plutôt à l'aménagement urbain de ZAC, d'écoquartiers, de parcs d'activités, parcs logistiques, projets urbains. Mais il faut qu'il y ait une cohérence. Déjà, il faut qu'il y ait au moins deux lots privés. Donc, on voit ce qui est possible et pas possible du coup de labelliser. Et des espaces publics, mais des espaces publics qui sont continus. On le voit, si par exemple il n'y a pas de continuité, du coup, ben, on ne peut pas labelliser en fait le projet. Et ce type de projet, alors par la suite du coup de ZAC, c'est une construction qui est longue, qui est souvent sur plusieurs années. Et donc c'est vraiment du coup d'accompagner, d'orienter la conception, puis après derrière les travaux, tout en tenant compte du coup des objectifs de la grille pour pouvoir obtenir du coup ce Biodiversity Ready. Donc, comment en fait ça va se passer? En fait, on suit les étapes d'une ZAC ou d'un quartier. On va amener finalement l'ensemble des acteurs en fait qui vont intervenir sur ce quartier-là. Donc, ça va être tous ceux qui sont au démarrage au niveau du cadrage du projet, puis après tout ce qui est conception au niveau du programme, pardon, conception au niveau du projet. Donc, on part du programme, des études de maîtrise d'œuvre, et après on va même intervenir au niveau des lots, puisque du coup, il y aura des prescriptions qui sont données dans les fiches de lot spécifiques et aussi dans le CPAU qui permet du coup de donner l'orientation qui sera faite dans le quartier au niveau de la biodiversité et du coup donner des obligations. Donc, le quartier en fait peut être labellisé une fois que la conception est finie. Il y a un premier label et après, il y a une autre étape où le label est vérifié au moment où, je crois que c'est 50% des lots ont été investis et qui permet du coup de les vérifier. Et après, il y a encore un nouveau contrôle au bout de 3 ans d'exploitation sur au moins 50% des lots pour vérifier en fait que derrière, bah, les lots seront exploités comme prévu et entretenus pour du coup ce soit favorable à la biodiversité et ne pas mettre en place des mesures qui ne seraient pas suivies après dans le temps. Maintenant, on va passer sur le Biodiversity Life. Donc, du coup, c'est le deuxième, pour mémoire, label qui est sorti au niveau du CIBI.
Donc là, c'est un peu différent. Alors pourquoi le Biodiversity Life est sorti? C'est parce que on s'est rendu compte que le Biodiversity Construction avait un peu ses limites. C'est-à-dire que la labellisation d'un Biodiversity Construction, on a le label à la fin de la conception, avec une visite quand même prévue à la fin des travaux pour vérifier que tout soit mis en œuvre. Mais il y a quand même une part très importante qui n'est pas suivie derrière, qui est quand même l'exploitation. Or, si vous mettez en place des aménagements favorables à la biodiversité, si derrière ils ne sont pas entretenus ou exploités comme ils devraient être, du coup, leur fonctionnalité ne sera pas 100% opérationnelle. Donc, c'est vrai que voilà, comme on a vu qu'il y avait un peu un manque par la suite et surtout un changement d'acteur dans l'opération, voilà pourquoi il y a eu ce nouveau label. Donc, c'est un label qui a vraiment pour objectif donc, de valoriser donc, ce potentiel de biodiversité et surtout aussi le bien-être des usagers, donc à travers un processus d'engagement et une amélioration continue. On va le voir comment, du coup, ça pousse à aller plus loin. Donc, toujours pareil, dans ces labels biodiversity, ce qui est important, c'est toujours de connaître. Donc, c'est connaître sa biodiversité, c'est renforcer sa valeur écologique, c'est développer la valeur d'usage biophilique, c'est s'engager collectivement dans l'action et c'est créer des partenariats. Donc, c'est vraiment de développer, c'est la particularité aussi de ce label, le contact avec la nature et que les usagers du coup des sites puissent vraiment en bénéficier et du coup aussi en profiter le plus possible. Donc, ça permet vraiment d'intégrer le vivant avec des exemples, des choses concrètes qui sont favorables à la transition écologique locale. Par contre, pour pouvoir prétendre du coup à ce label Biodiversity, il y a 4 prérequis. Donc le premier, bien sûr, c'est d'avoir un assesseur accrédité par le CIBI et formé, comme je disais, au label Biodiversity Life. Il faut aussi que la personne qui va porter du coup la labellisation connaisse son site, c'est-à-dire qu'il y ait une étude écologique qui ait déjà été menée. Donc quand je dis étude écologique, c'est connaître ses espèces, ses espaces, en gros avoir un petit relevé naturaliste pour montrer que déjà on connaît le point initial en fait du site. Il faut aussi, ça c'est une contrainte dans les milieux urbains, avoir au moins 100 mètres carrés alors, de pleine terre ou équivalent, c'est-à-dire sur dalle, ça marche aussi si on a à peu près 1 mètre de terre. Sur le projet, parce que du coup, cette terre est quand même support de biodiversité et de continuité, donc c'est le minimum qui a été fixé. Et aussi, le bâtiment doit avoir 1 an minimum, doit être livré depuis 1 an, pour que déjà les végétaux aient déjà eu une saison, se soient développés, qu'on puisse voir si ça a fonctionné et par exemple s'il y a des actions correctrices qui pourraient être mises en place par la suite. Concernant du coup la structure du référentiel, donc pour tous les biodiversités, il y a toujours 4 axes, donc qui sont des fois un tout petit peu différents dans l'ordre et la composition, mais c'est toujours la même chose. Le premier, donc, c'est l'engagement et la connaissance. Donc en fait, finalement, c'est vraiment relié au maître d'ouvrage pour bien montrer qu'il connaît son site, qu'il a des actions favorables à la biodiversité. Donc c'est toute une grille avec des objectifs. La valeur écologique du site, donc ça, c'est une grille aussi, mais qui va déterminer en fait selon les habitats, les strates, la diversité. Donc c'est vraiment selon l'état initial du site. C'est-à-dire que là, on ne peut pas vraiment jouer dessus. On va le voir par la suite. On constate ce que l'on voit et les notes du coup sont liées. Et ça permet du coup d'avoir une valeur écologique qui est liée à la qualité écologique, la capacité écologique et la fonctionnalité. Donc il y a vraiment du coup ces 3 critères qui sont pris en compte. Et enfin, on a le renforcement écologique. Donc ça, en fait, c'est vraiment travailler en fait sur le renforcement de la capacité d'accueil du vivant. C'est limiter l'impact du site sur la biodiversité. C'est travailler sur l'entretien et la végétalisation du bâti. C'est-à-dire qu'on a déjà un actif qui vit, mais comment on peut faire pour du coup encore plus le valoriser et aller plus loin. Et le 4e axe, qui est assez innovant, ambitieux, c'est le renforcement biophilique. Donc, c'est à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur. C'est faire en sorte que les espaces intérieurs soient agréables et rappellent toujours un petit peu la nature, donc par des photos, par des sons. On va le voir, il y a des sites qui arrivent très bien. Et aussi, utiliser toute la sensibilisation du coup à la biodiversité et à la biophilie pour que les gens se sentent bien sur leur zone de travail ou sur leur habitation. Donc, quelques éléments encore sur le Biodiversity Life. Donc, comment ça fonctionne ?
Bon, c'est vrai que comme c'est pas en plein écran, je suis désolée, c'est un peu compliqué. On a les 4 axes. Après, on a des préoccupations, des objectifs et des actions. Et c'est ces actions en fait que l'on va noter. Et on va les noter selon 3 critères. Donc là, par exemple, j'ai mis un zoom, c'est sur l'axe 1, qui est afficher l'engagement biodiversité dans les parties prenantes du site. Donc, on va du coup noter au moment où on fait la grille sur ce qui est fait, à faire ou non visé. Donc, le Biodiversity Life, comme je disais, c'est prendre en compte l'existant, mais pas que, c'est aussi du coup sur quoi on va s'engager par la suite, finalement, en faisant un plan d'action sur 3 ans. Donc, c'est vraiment un projet qui se fait avec tout le monde. On va le voir par la suite. C'est aussi une des raisons qui fait que ce label est très intéressant. C'est un travail d'équipe. Et donc, du coup, la notation va se faire si c'est déjà fait, si c'est à faire. Et donc, du coup, on va mettre ça dans le plan d'action. Ou si c'est non visé. Donc, ça veut dire que, du coup, on ne s'engage pas à faire cet élément-là sur les 3 ans. À partir de là, les notes, elles sont pondérées. Donc, il y a des points, 3 au maximum, et on obtient donc des notes, enfin des pourcentages d'abord qui vont donner du coup des notes. Donc, au niveau de ces notes, on voit qu'il faut avoir aucun D ou E pour être labellisé. Ça, c'est la condition. Donc, l'objectif, en fait, pourquoi on part d'un C? C'est parce qu'il y a toujours possibilité d'augmenter, comme je vous le disais, de travailler du coup sur l'accueil de la biodiversité. Et après, voilà, on a différents niveaux aussi. Donc, comment ça fonctionne au niveau de la labellisation? Donc déjà, il faut un porteur de projet et un assesseur qui vont engager du coup l'audit de renouvellement, qui vont faire la labellisation du projet, ça c'est la dernière étape. Donc, comment on fait la labellisation? Donc déjà, on s'inscrit auprès du CIBI, on déclare que l'on souhaite s'engager dans cette labellisation pour pouvoir être enregistré. Et après, c'est un travail avec l'assesseur et cette grille. Je vais vous décrire les différentes opérations qui vont faire en sorte de montrer si on peut être labellisable ou pas. Une fois qu'on dépose le dossier, donc le dossier, c'est l'analyse du site au niveau écologique, c'est la grille de notation avec toutes ces preuves, puisque on pourrait dire sinon n'importe quoi, enfin dire que oui, on a des prairies fleuries alors que c'est pas vrai, donc il s'agit de bien montrer par quelques photos que voilà, tout est OK. Et l'évaluateur, du coup, enfin le vérificateur, pardon, vient sur site aussi pour vérifier tout ce qui a été dit. À partir de là, si on a la note de C partout, du coup, on est labellisé, donc on a le certificat, et après, on peut renouveler au bout de 3 ans, parce que du coup, c'est un plan d'action sur 3 ans pour laisser la nature aussi prendre sa place et aux porteurs de projets de pouvoir le mettre en place. Au bout de 3 ans, il y a la possibilité de le renouveler, et donc on refait la même manière, on refait du coup une notation, le vérificateur vient, et du coup, on repart après pour encore 3 ans. Alors maintenant, je vais vous faire un petit exemple de mission et de méthodologie, comme nous, on le présente côté EGIS aussi. Donc, il y a 2 grandes phases pour nous. Il y a la tranche 1 ou la phase 1 et la phase 2. La première, du coup, phase 1, elle permet déjà de sensibiliser bien le maître d'ouvrage et de lui représenter le label. C'est un engagement. Donc, du coup, c'est important de voir s'il y a la volonté du maître d'ouvrage de mettre tous ces éléments-là et pas juste s'acheter un label, sinon ça ne fonctionnera pas. Et le deuxième, c'est l'étude de faisabilité. Avant de se lancer aussi dans le label, c'est déjà échanger sur la possibilité de labelliser, ou si ce n'est pas le cas, quelle est un petit peu la marche à franchir pour pouvoir être labellisable par la suite. Donc, du coup, c'est à ce stade-là qu'on fait une visite de site. Et après, si on se rend compte que tout est ouvert et tout le monde est motivé, on fait du coup, on rédige le diagnostic de site, le diagnostic écologique, le plan d'action, la grille d'épreuves, et on dépose le dossier et on se lance du coup dans la labellisation. Donc, quelques petits zooms donc, sur chaque étape. Donc, c'est la préparation de la mission que je disais, c'est bien de sensibiliser du coup le maître d'ouvrage et le porteur du coup de projet. Le porteur de labellisation, et aussi c'est de vérifier la préfaisabilité avec les 3 conditions. Enfin, il y en avait 4, mais du coup il y a déjà un assesseur qui est sur le coup, donc ça c'est bon. C'est de regarder les autres éléments, notamment les surfaces, si on a au moins 100 mètres carrés, la date de livraison, et s'il y a déjà un diagnostic écologique à faire, qui a été fait ou à faire. Il y a le périmètre de la labellisation, donc ça c'est très important, c'est savoir où s'arrête en fait le projet, la parcelle. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui sont pris en compte après dans les calculs, notamment dans l'axe 2.
Et surtout, identifier tous les acteurs, parce que du coup, c'est un label qui réunit tous les acteurs de la vie du site. Donc, les usagers, le propriétaire, le gestionnaire, et aussi, surtout, qui va signer le plan d'action. Parce que c'est une obligation, et donc à la fin, il ne faut pas lui courir après aussi pour savoir qui va s'engager. C'est un réel engagement aussi. C'est ça qui fait aussi la force de ce label-là. Et en fait, c'est vraiment un travail, voilà, un petit peu avec tout le monde, mais il faut une personne, c'est le mieux, voire deux, enfin, ou deux entités qui portent du coup la labellisation. Donc, en fonction de tous ces éléments-là, voilà, ça permet déjà d'avoir la préfaisabilité et de voir si aussi le porteur de projet est vraiment motivé. On arrive à l'étude de faisabilité. Donc, on va aller sur le site. Ça permet, comme on est sur du vivant et sur une opération qui est déjà en place au moins depuis 1 an, ça permet justement d'avoir déjà un petit peu l'étude écologique et surtout aussi de travailler déjà sur l'axe 2. Ça permet aussi de regarder l'ensemble des habitats, des végétaux, les solutions fondées sur la nature, si par exemple il y a des pièges écologiques aussi, par exemple avec le vitrage qui n'aurait pas été identifié mais sur lequel voilà, on pourrait travailler. Bien sûr, toutes les surfaces, voilà, récupérer tous les éléments de la vie du site. Et en fonction de ça, on évalue un petit peu les crédits qui pourraient être déjà obtenus par rapport à l'état initial et ce qui nous semble accessible en termes de plan d'action, de manière déjà à ce stade-là à proposer quelques orientations et voir si le porteur du coup de la labellisation semblerait OK pour aller jusque-là dans son plan d'action et donc du coup garantir la faisabilité et la labellisation par la suite. Un petit retour d'expérience qu'on a pu avoir du coup sur 3 actifs. Donc, on est sur 3 actifs qui sont qui sont en Île-de-France, sur Paris ou la Petite Couronne, avec 2 typologies, donc bureaux et logements, et des dates de livraison du coup aussi un peu différentes. Donc, c'était une même mission pour nous et de déterminer en fait la faisabilité de la labellisation Biodiversity Life sur ces 3 actifs. Du coup, il y a un petit zoom à chaque fois. Donc, le premier, donc on est plutôt sur un immeuble de bureau dans le 13e arrondissement, donc un milieu très dense au niveau urbain. Peu du coup de liaisons écologiques identifiées, peu de réservoirs écologiques aussi ou un petit peu loin. Il faut savoir que ce projet-là avait déjà été labellisé biodiversité construction, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un peu un niveau au niveau de la conception qui avait été demandé, avec des notes tout à fait satisfaisantes quand même, parce que là aussi pour le construction, il faut avoir un C au minimum pour pouvoir être labellisé. Et on voit qu'on avait même un A sur l'axe 3 qui est assez compliqué à avoir aussi, et 2B. Donc c'était en 2016, c'était les premiers bâtiments et actifs qui étaient labellisés sur le biodiversité construction. Et on va le voir, du coup aussi, tout n'est pas une question de surface pour avoir du coup ce label. Ici, on n'est qu'à 103 mètres carrés, donc vraiment à la limite, pour pouvoir prétendre à la biodiversité Life. Et on donne sur la rue, mais c'est un projet qui est très ambitieux, donc où on voit qu'il y a déjà plusieurs toitures terrasses, et sur sa toiture, il y a une mare, il y a du bois mort. On a même pu observer quand même sur du R+8 des orthoptères, donc des criquets. On a une très bonne diversité au niveau de la flore type prairie. On le voit aussi avec du coup des butineurs observés, donc du coup un fonctionnement écologique qui est plutôt développé et pas forcément courant sur ce type de toiture, et une forte ambition. Et il y a des terrasses végétalisées aussi sur plusieurs niveaux, d'un seul tenant, avec des arbres. Il y a même eu des zones de nidification. Donc finalement, on peut voir que sur une zone très contrainte et même très urbaine et anthropisée, on peut avoir des solutions du coup basées sur la nature et de développement et innovantes un peu pour attirer cette biodiversité, et ça marche. Donc du coup, une fois qu'on a fait l'estimation des notes, on voit qu'on pourrait être labellisable du coup suite à tout ça. Et on voit aussi qu'on peut encore améliorer
certains éléments. Et donc, du coup, c'est plutôt, je trouve, satisfaisant et intéressant en termes de REX. Et aussi, c'est un site qui sensibilise beaucoup avec des pratiques d'agriculture urbaine sur certaines terrasses. Donc, c'est un site voilà, très intéressant, ce premier site. On va maintenant aller sur le deuxième site, donc avec une typologie totalement différente. Donc là, on est à Neuilly-sur-Seine. On va se situer près du Bois de Boulogne et du Parc de Bagatelle, mais vraiment tout près à le toucher. Donc, avec une continuité du coup écologique, on va se situer plutôt ici. Donc, une continuité écologique possible, du coup de la biodiversité intéressante qui peut venir sur la parcelle. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. On a 7500 mètres carrés du coup de surface d'espace vert, donc un peu un écrin vert à l'intérieur. On est beaucoup moins contraint. Et donc, il y en a beaucoup de typologies différentes. Et sur ce site-là, il y a eu déjà de l'évolution, puisqu'ils ont fait évoluer du coup les pratiques. Et surtout, ils ont déjà mis quelques zones de prairies fleuries, de la fauche du coup différenciée, et des habitats artificiels du coup pour la faune avec des abris écureuils, des nichoirs à mésanges. Donc il y avait déjà une volonté de développer cette biodiversité alors que cet actif date de 1950. Donc effectivement, là, on n'est plus sûr. C'est moins compliqué de pouvoir s'exprimer sur un terrain aussi grand. Donc bien sûr, ce projet-là est aussi labellisable. Donc après, bien sûr, il faut aussi une volonté dans le plan d'action. D'ailleurs, vous voyez, les notes, en fait, sont à chaque fois à la limite, alors qu'on a, comme par exemple ici, un site qui est déjà bien développé écologiquement. Mais c'est aussi pour qu'il y ait toujours un peu d'amélioration. Là, on est sur le premier. Et donc, l'objectif, c'est de monter. Donc, en fait, c'est très ambitieux à chaque fois dans le développement de ce label. Et enfin, le dernier actif qui va ressembler, donc on est aussi dans le 13e, c'est aussi un immeuble de bureau. Il se situe pas très très loin, mais pas dans le même quartier que l'actif numéro 1. C'est un immeuble où il y a eu beaucoup d'efforts sur tout ce qui est biophilie. Donc ça, c'est quelque chose, on le voit, ça rappelle, donc là, on est dans une salle de réunion, on voit qu'il y a du matériau qui ressemble à du bois, enfin même c'est du bois, des nichoirs qui sont posés, vous voyez un peu du ciel, enfin, dans beaucoup de salles, il y a même, je crois, la salle de réunion biodiversité, enfin des noms d'oiseaux, enfin voilà, ça rappelle, c'est un peu ce qui est demandé aussi dans le label, de porter du coup la biodiversité même dans le mobilier. Donc ça, sur ce site-là, il n'y a aucun souci. On est sur une surface qui est un tout petit peu plus grande que le premier actif quand même, parce qu'on a à peu près 250 mètres carrés, qui est plutôt à l'entrée, on va dire, de l'immeuble. Mais par contre, on est sur des toitures, une toiture terrasse très pauvre avec une toiture avec du sédum. On a finalement des bacs un petit peu comme là, vous voyez, de végétation, donc ce qui est déjà bien, mais qui n'est pas forcément suffisant en tout cas en termes du label. Et surtout, donc au niveau de cette entrée du coup d'immeuble, pas suffisamment peut-être de strates, de mélange de prairies, enfin voilà. Il manque peut-être certains éléments et on voit que d'ailleurs, ce qui va pêcher, c'est l'axe 2, c'est justement le potentiel écologique qui ne va pas permettre la labellisation. Donc, nous, on a fait part de notre résultat du coup aux porteurs de labellisation. Donc, la solution, sinon, ça serait de travailler en amont déjà les espaces avant de déposer de déposer un dossier et être labellisable pour du coup changer cette note de D à C, en tout cas le minimum. Donc c'est vrai que finalement, ce qui est important dans ce label, c'est aussi d'être ambitieux, même si on a peu d'espace, on peut voir que ça attire la biodiversité et ça marche. Donc voilà, c'est l'élément qui est important. Une synthèse. On peut se poser la question pourquoi on va s'engager sur un biodiversité live plutôt que faire juste un plan de gestion entre nous, on va dire. Alors, effectivement, on peut se dire on peut faire un plan de gestion, ça pourrait marcher aussi, mais un petit peu avec le bémol pour l'avoir vécu aussi, c'est que le biodiversité life, on a une obligation vraiment en signe sur 3 ans et une implication vraiment dès le début de l'ensemble des acteurs, puisque du coup, on doit fournir des preuves comme quoi tous les acteurs participent et s'engagent. Donc, c'est un petit peu plus impactant, on va dire, qu'un plan de gestion où on peut quelque part l'arrêter. Il y a aussi une grille de notation qui permet d'avoir un cadre et d'être des fois un peu plus ambitieux, c'est-à-dire qu'avec un plan de gestion, on va se dire non, on ne va pas faire ça, c'est compliqué ou c'est trop cher ou
on veut pas. Bah, si on ne fait pas, on n'est pas labellisable. Tandis que voilà, sur un plan de gestion, bah, on peut facilement abandonner certaines actions. Et puis, ça permet d'aborder d'autres thématiques qui sont liées à la biodiversité et surtout sensibiliser en fait aussi les différents acteurs qui ne sont pas toujours au courant en fait, parce que ça peut être important de sensibiliser du coup les salariés ou les habitants sur la biodiversité en faisant aussi des petites sessions de sciences participatives, enfin, voilà, d'être un peu innovant aussi dans leur mode de communication. On peut même créer des WhatsApp, enfin, voilà, il y a tout un tas de supports et ça, du coup, c'est prévu dans le Biodiversity. Alors, il va forcément avoir un peu la question du coût, j'imagine. Donc, c'est vrai qu'il faut penser au coût de l'assesseur, plus les coûts de labellisation pour pouvoir mettre en place ce label. Donc, le coût de la labellisation donc, qui est donné au CIBI pour que les évaluateurs du coup Certivea puissent intervenir. Ça va être entre 4 900 € et 8 000 € et ça va dépendre en fait de la surface de plancher. Donc, si on a moins de 10 000 m² de surface de plancher, c'est 4 900 €. Si on a entre 10 000 et 50 000, c'est 6 200 € et plus de 50 000 du coup mètres carrés, c'est 8 000 €. Donc voilà, ça c'est l'élément. Donc ça permet d'instruire le dossier et du coup d'avoir l'évaluateur qui vient. Le coût de l'assesseur, en fait, il va être fluctuant selon l'actif, selon le plan d'action qui sera mis en place et le besoin d'accompagnement aussi du porteur du coup de cette labellisation. Donc ça peut être de 18 000 € à 25 000, ça dépend, voilà, c'est une fourchette un peu large, mais c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup de l'actif. Et après, il faut quand même aussi avoir en tête qu'il peut y avoir quelques surcoûts liés à la mise en place du plan de gestion dans le Biodiversity Life, avec des coûts d'entretien, fonctionnement, aménagement. Sur les coûts d'entretien, normalement, on est censé les baisser puisqu'on va surtout préconiser de faire moins de passages, mais c'est s'il y a quelques petits aménagements à faire, forcément. Après, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, si on a une baisse quelque part, bien sûr, de remettre de l'argent du coup sur tout ce qui est aménagement. Et comme je dis, c'est en mini-équipe dans le Biodiversity Life. Et donc, il faut bien associer l'asset manager s'il y en a un, le property manager, le jardinier, l'écologue, de manière en fait à embarquer tout le monde dans cette aventure et pour que toutes les actions puissent être mises en place. Et voilà. Merci beaucoup, Blandine, pour cette intervention. Et puis, on va donc passer au dernier témoignage. Et je passe la parole à Bruno Humbert. Bonjour. Alors, il faut juste réactiver votre micro. Ça y est. Et voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Je me présente en 2 mots. Donc, j'étais un pépiniériste de la région lyonnaise, dirigeant des pépinières éponymes Pépinière Humbert, que j'ai cédé il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans. Je suis toujours un acteur de la filière et un intervenant, et je vais vous parler aujourd'hui du végétal local vu du côté des pépiniéristes. Qu'est-ce que le végétal local? Alors, le végétal local, c'est l'arbre du bout de la rue, du bout de la région ou du bout du pays. Ça, je n'en sais rien, mais c'est surtout une mission qui a été confiée à l'OFB et qui finance la plantation et la renaturation en général. Donc, les budgets sont importants. C'est 1,2 milliard d'euros sur le plan haies. Donc, c'est quand même important, avec un objectif de 7000 km de haies et de bosquets plantés. En région Rhône-Alpes, on a beaucoup d'intervenants et la chance d'avoir beaucoup de pépinières d'élevage, notamment les pépinières Saupe ou les pépinières Naudet, un petit peu plus loin en Bourgogne. Comment se passe la récolte de ces fameux végétaux locaux? Il est très, très difficile parce que le nombre de graines émises est très, très faible depuis quelques années, au vu des conditions climatiques un petit peu difficiles. On a peu de récolteurs, donc peu de graines et peu d'élevage de ce végétal local. Alors, l'idée était vertueuse et très, très intéressante de fabriquer ce label végétal local. Ça avait un but de conservation génétique et puis de conserver des écotypes locaux. Cette diversité génétique, elle offre une résistance accrue au changement climatique, c'est-à-dire que le végétal a son territoire et son terroir.
qui lui permet de s'adapter, de résister, d'être performant dans son milieu. Aujourd'hui, on identifie facilement tous les acteurs de la filière, hein, qu'ils soient producteurs, collecteurs de graines ou prescripteurs. Donc, dans les prescripteurs, on a les bureaux d'études, tous les services de l'État, les collectivités, les paysagistes, concepteurs et ainsi de suite, et vous-même. On a aussi des utilisateurs qui sont les aménageurs privés, des collectivités territoriales, des revendeurs et ainsi de suite. Malheureusement, vous savez, le marché du jeune blanc est en grande souffrance. Pourquoi? Par manque de produits, pas par manque de clients. C'est très, très compliqué depuis quelques années de faire naître et de faire croître du jeune blanc, donc de le mettre à disposition dans des quantités et dans des variétés reconnues. Aujourd'hui, à ma connaissance, on n'a aucun pépiniériste qui fabrique des arbres de taille médiane ou moyenne, c'est-à-dire des baliveaux, des jeunes arbres de moins de 2 mètres, qui sont un petit peu le fer de lance de la naturation moderne, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je pense sincèrement, très sincèrement, qu'il faut bien lire les familles botaniques, et dans chaque famille, on a la réponse à nos terroirs et à nos territoires et à ce qu'on a besoin. On a aujourd'hui des végétaux qui sont solides, adaptés, adaptables, et la réponse peut se faire avec des pépiniéristes locaux et les productions locales. Donc, avant toute naissance de projet, je pense qu'il faut consulter les pépiniéristes, voir la gamme qu'ils proposent, les conditionnements, et adapter le projet ensuite en fonction de la disponibilité du local. Une autre thématique concernant les arbres, c'était l'adaptation de la gamme végétale. Alors, quelles vont être les plantes pour la ville de demain? Alors, les plantes de la ville de demain, ou la nature de demain, sont un petit peu différentes dans notre région Rhône-Alpes. On s'aperçoit qu'on a un tiers de la gamme méditerranéenne, de ces fameux végétaux du sud, du Grand Sud et de la Garrigue qui arrivent dans nos paysages. Ce sont les chênes persistants, ce sont les arbustus, ce sont tout un tas de plantes très intéressantes à 2 titres. L'adaptation à la résistance à la sécheresse, c'est des plantes que j'appelle moi chameaux, c'est-à-dire qui ne boivent pas ou peu et qui se contentent de peu, qui vivent dans des terrains souvent ingrats, hostiles. Donc c'est un peu le terrain de la ville, c'est un terrain qui a été modifié, remodelé, et ces plantes-là viennent de garrigues calcaires souvent, avec peu de surface de sol. Il faut faire très, très attention au changement climatique et à la modification de la phénologie des plantes. Qu'est-ce que la phénologie? C'est la date à laquelle arrivent les fruits, les fleurs et tous les auxiliaires qui sont chargés de la pollinisation. Sans auxiliaires pollinisateurs, on n'a pas de récolte de pommes, mais on a maintenant des variétés qui sont en décalage. On a des pommes, des fraises et des fleurs qui arrivent avec 15 jours ou 3 semaines par rapport au calendrier phénologique, le calendrier d'évolution de ces végétaux. Mais pas de catastrophisme, on va s'adapter, on est capable de fabriquer, de proposer des plantes adaptables, et surtout que les plantes ont une grande capacité, et ça on s'en aperçoit depuis quelques années, à modifier leur système pour résister. Ils ont la capacité bien supérieure aux hommes de s'adapter. Modifier leur système racinaire pour aller chercher dans les couches profondes des sols de la résistance hydrique, et aussi une amélioration de leurs conditions d'alimentation. Donc, on s'aperçoit que les arbres génétiquement se modifient tout le temps, et ont traversé les siècles en se modifiant. Donc, on arrive à avoir maintenant des arbres autochtones, résistants, et on en profite. Alors, s'il faut, bien sûr, on a parlé tout à l'heure de la récolte et de la filière de la production et de la naissance, mais il faut vraiment aller chercher sur les territoires les producteurs qui ont ces végétaux qui se sont adaptés à leur milieu. Et on a 80% d'augmentation de chances de réussite du projet paysager, du volet végétal. Je vais vous parler aussi maintenant de ces fameuses forêts urbaines. Bon, c'est un petit peu un serpent de mer, tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Sur le plan du pépiniériste pur et dur, je vous dis franchement, ça marche vraiment. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On a aujourd'hui pas assez d'implantation de ce type de forêt.
on s'aperçoit que 3 ans après la plantation, on considère que cette mini-forêt urbaine est devenue autonome. Donc, elle va se maturer autour de 20 ans. Et là, on va avoir vraiment la forêt qui arrive en ville avec tout un tas de communautés végétales, forestières, et un processus dynamique des forêts. C'est-à-dire que les grands vont pousser, les petits vont se mettre en place ou disparaître, et c'est la vie de la forêt. On a des forêts qui vont être très actives en termes de polluants, hein. Vous savez que des grandes villes chinoises comme la ville de Shenzhou, en installant des forêts urbaines, on traite par an 412 kilos de polluants. C'est énorme pour un gain de 14,8 tonnes de carbone. Il ne faut pas s'affoler sur le devenir de ces forêts parce on assiste à une grande mortalité, mais c'est quelque chose de normal dans cette conception. Donc, une mortalité des végétaux dès les premières années qui vont renforcer la force des autres. En fin de compte, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie de tout le monde, c'est la vie des hommes, c'est la vie des plantes aussi qui est comme ça. Il faut être conscient que le bénéfice n'est pas toujours en rapport avec la surface que l'on plante. Des petites forêts sont très utiles parce que ce sont des microsystèmes autonomes en termes d'eau. Plus on va planter les grandes forêts, plus on va avoir des surfaces hydriques importantes. Donc, il faut essayer de garder bien à l'esprit que plusieurs petites forêts sont bien plus utiles qu'une grande forêt. Ce qui est important dans la conception de ces forêts, c'est la densité des végétaux. C'est surtout l'état de santé des végétaux et leur âge. Des sujets trop vieux sont pénalisables tout de suite. Leur répartition dans l'espace, bien penser à leur orientation, faire une étude de sol, bien entendu, et de pouvoir les adapter au mieux. Considérer qu'il y a des espèces qui sont à utiliser et des variétés qui sont à recommander. Un autre petit chapitre que je peux vous parler, c'est l'amélioration par les arbres de la qualité de l'air. Donc, j'ai fait parvenir un petit document que j'ai écrit il y a quelques années sur cette capacité dont les arbres à dépolluer. Alors, c'est très, très simple. On a des arbres de nos villes, de nos campagnes. On a notamment des érables, on a des peupliers, on a tout un tas de saules qui sont des plantes très utiles et qui vont stocker dans leur bois tous les polluants. Donc, on peut imaginer une chaîne vertueuse de taille, de récolte des bois et de destination de ces bois chargés de polluants à destination de chaufferie ou de recyclage et autres. Donc, ces arbres ont une très, très grande capacité à traiter l'air, mais ils ont aussi une très, très grande capacité à traiter l'eau, à condition qu'ils soient dans des écosystèmes simples et complexes à la fois. L'arbre-seul en ville n'existera plus demain. On s'aperçoit qu'un arbre-seul, c'est un arbre-seul. Un alignement monospécifique reste quelque chose de compliqué à vivre pour d'abord l'ambiance de la ville. Et par contre, on va préférer des implantations avec 3 typologies. Un grand arbre qui va prendre une place d'ombrage et une place de climatiseur. Une strate médiane qui peut être un arbuste de taille moyenne, hauteur 2 à 3 mètres, et une strate basse qui va avoir une double action de traiter l'eau de surface, d'éviter l'évaporation et de fabriquer un système symbiotique qui peut dépolluer tous les traitements de surface des eaux de ruissellement. Là, les arbres et les arbustes seront dépendants des uns des autres pour faire un vrai écosystème efficace contre les pollutions de l'air, contre les pollutions de l'eau. Je pense notamment à des arbres très, très simples, très adaptés à nos contrées, et des arbustes et des plantes vivaces de tout type, voire des plantes messicoles. Voilà, je vous ai survolé un petit peu ce qu'est la vie des arbres en ce moment. On entend beaucoup parler de tous ces arbres qui réagissent entre eux, qui communiquent entre eux. Il y a des grands écrivains et des scientifiques qui nous apprennent depuis quelques années que les arbres sont communicants. Ils sont communicants dans leur milieu, ils sont communicants avec nous.
et c'est à nous de les placer au bon endroit et aujourd'hui de considérer que l'arbre, c'est peut-être demain le sauveur, notre sauveur en termes de production de médicaments, mais aussi c'est notre meilleur améliorateur de qualité de vie. Son rôle social est vraiment évident et donc, j'irai qu'un mot à vous dire, plantez-en partout et plantez-en tout le temps. Voilà. Un petit peu, j'ai essayé d'être bref pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je trouve que vos trois interventions étaient très complémentaires. Donc, merci vraiment pour vos trois témoignages. Voilà, on a le temps de prendre des questions. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, vous présenter et voilà, on vous écoute pour le temps de questions-réponses. Oui, bonjour. Mireille Mazo, je suis paysagiste, architecte ingénieur et paysagiste à l'Agence Paysager des Villes. Je voulais vous remercier, Amber, pour votre intervention. Même si je suis heureuse de vous entendre et je suis très convaincue de votre discours, euh, j'en parle souvent dans les interventions à VAD. Les paysagistes aujourd'hui, on est un peu coincés quand on fait ces genres de propositions à nos collectivités, à nos métropoles, car on a des problèmes surtout de la gestion après nos années de parachèvement et confortement. On arrive très peu à convaincre sur l'importance de planter tout le temps, comme vous disiez à la fin de votre présentation. Et je voudrais savoir, mis à part de toutes ces as-tu convaincant qu'il y a l'arbre, si vous avez trouvé des solutions pour aller parler aux gestionnaires, vraiment. Parce que parler aux élus, c'est pas la même chose. Parler aux élus, on sait faire, on arrive à les convaincre parce que les élus, ils sont là. Mais après, il y a toute l'échelle et toute la chaîne ben, hiérarchique de les espaces publics. Et les gestionnaires, c'est finalement celle qui a pas mal de poids quand on doit planter beaucoup ou pas. Le- alors, l'arbre est caractérisé par deux coûts et qui donnent son. Alors, il y a un coût d'entretien à terme et un coût d'installation présent à la naissance du projet. Je crois on avait tendance à dissocier ces coûts, mais il faut les inclure dès le départ. C'est-à-dire que quand on est devant un maire, une collectivité territoriale, on essaye de dire, voilà, monsieur, l'implantation d'un arbre, ça va vous coûter X milliers d'euros. Et la gestion, elle va être autonome. Elle va le faire autonome de façon naturelle. Si nous, vous, moi et tous les acteurs de la filière, nous avons bien fait notre boulot, c'est-à-dire on met le bon arbre au bon endroit. Pourquoi aujourd'hui nos politiques sont réticents? C'est parce qu'on a eu une politique non raisonnée du coût d'entretien des arbres. On est obligé de les élaguer parce qu'ils sont trop près des façades, ils sont gênants pour les circulations des voies urbaines et ainsi de suite. Et c'est ce que le politique et le décideur remarquent tout le temps. Présentons les choses d'une autre façon, présentons ça comme des écosystèmes complètement autonomes, avec un coût qui n'est plus un coût à charge d'entretien, mais un coût de durabilité. Cette durabilité, c'est un nettoyage sommaire, vu qu'on a créé des écosystèmes résistants, autonomes et complémentaires. Que l'on ait des plantes vivaces ou messicoles qui soient un petit peu fouillés, un petit peu brouillons, certes, les jardins de demain seront comme ça et doivent être comme ça, accompagnés de plantes un petit peu plus hautes qui vont être complètement autonomes en termes de structure, à condition d'avoir fait une prescription non pas farfelue sur la destination de la plante, mais vraiment une prescription réaliste en termes de hauteur et de structure, et un arbre qui, lui, va prendre sa maturité autour des 20 ans et qui va avoir suffisamment de place pour ne pas générer de coûts. Ça fait repenser tous les projets. On est obligé d'assumer l'existant, mais sur les projets de demain,
on est bien capable de complètement dissocier ces coûts d'entretien. La gamme végétale, elle est immense. Elle est méconnue, elle est peu travaillée. Pourquoi elle est méconnue? Parce que c'est un métier qui est compliqué, avec des gens qui communiquent mal, parce qu'ils sont souvent issus d'un milieu agricole assez refermé, et il y a peu de communication. On a souvent des grandes majeures de production en Europe qui travaillent sur des gammes, mais des gammes qui leur sont propres, à destination de marché, destination du jardin spécialisé ou du jardin particulier, et très peu à destination du jardin urbain ou de la conception paysagère de masse. Donc, il faut aller chercher à chaque fois des individus, des individualités dans les producteurs pour avoir une réponse sur cette proposition d'arbre. En région Rhône-Alpes, nous avons la chance d'avoir 5 grosses entreprises qui représentent la moitié de la production française. Je dis bien la moitié de la production française. Donc, la moitié des arbres vendus en France sont fabriqués en région Rhône-Alpes. Donc, on n'a pas de souci ici de disponibilité. Simplement être très attentif qu'on n'a plus que des producteurs éleveurs de végétaux, pour en revenir sur le végétal local de tout à l'heure. Et les choses qu'ils proposent sont des choses très du commerce et avec peu d'origines différentes. Seuls, on va les citer, les pépinières soupes restent maintenant des gens qui sont à la naissance de beaucoup de végétaux parce qu'ils ont leur propre autonomie de nurserie. Les autres sont juste des éleveurs. Donc, il faut vraiment les chercher. Et là, on arrive à avoir, par la contractualisation de certains projets, on arrive à trouver des végétaux et à faire fabriquer des végétaux à destination de ces projets qui vont moins générer de coûts que si on utilisait des végétaux du commerce. Je pense que tout le monde est en attente d'un bouleversement et j'avais créé il y a plus de 20 ans la Confédération des métiers du paysage, qui était l'association des prescripteurs-concepteurs des entreprises du paysage et des producteurs. Ça avait le but de communiquer en permanence entre tous les acteurs de la filière de façon à optimiser les relations et rendre les choses beaucoup plus simples. On a aujourd'hui perdu un petit peu ces passerelles de communication entre les acteurs et ça floute un petit peu le débat sur le végétal et son installation. Je ne sais pas comment faire, mais je crois qu'il faut pas hésiter à se parler, à se demander des renseignements, et je pense que les pépiniéristes sont contents de demandes à la naissance des projets, de façon à pouvoir aussi apporter leurs pattes et optimiser le devenir de ces végétaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions? J'avais peut-être juste une petite question pour Alison Paquette de l'UPGE sur les groupes de travail. Vous les avez évoqués au début de votre présentation. Est-ce que c'est possible de nous en dire quelques mots? Oui, pardon, c'est vrai que l'agencement des slides ne m'a pas permis de refaire un zoom un peu plus complet dessus. Je vais essayer de vous les citer de manière exhaustive. On en a avec les groupes régionaux près d'une vingtaine. Alors, alors pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. On a le GT planification écologique, hein, qui en fait a pour objectif d'essayer d'intégrer les enjeux écologiques à l'échelle des territoires. On a le groupe de travail recherche et développement. Il est transverse, hein, il vient en soutien aux autres groupes de travail thématiques pour identifier des projets de recherche. Là, c'est le cas, par exemple, avec le plan national issu, le projet national issu, par exemple, au sein duquel notre GT Recherche et Développement s'est engagé à mobiliser ses bureaux d'études adhérents pour participer. Il y a également le groupe de travail zone humide. Donc là, on est clairement sur échanger des techniques, par exemple, de délimitation des zones humides, de qualification, etc.
On a un GT relatif aux espèces végétales exotiques envahissantes, clairement, qui permet également d'échanger sur les meilleures méthodes de gestion, etc. Il y a le GT Sol qui monte de plus en plus en popularité, hein. On voit un véritable engouement sur la santé des sols, qui lui travaille par exemple en ce moment sur lister et classer sur différents critères d'utilisation les indicateurs de santé et de biodiversité des sols. On a encore un GT évidemment compensation, hein, vous l'avez vu, la séquence ERC est un levier de marché important chez nous. Donc ce GT est aussi un outil d'interface avec les pouvoirs publics, l'État de manière générale. Le GT éolien on a transformé il y a 6 mois en GT énergie renouvelable. Donc pareil, hein, face au développement des énergies renouvelables, et qui est aussi une interface avec d'autres syndicats sur donc France Renouvelable, le syndicat des énergies renouvelables, etc., pour faire le lien sur nos sujets, l'impact écologique de ces nouvelles énergies. On a le GT biodiversité urbaine. Vous avez découvert, hein, les labels du CIBI. C'est un GT qui travaille également en collaboration avec le CIBI, le Conseil international immobilier et biodiversité, hein, qui porte le label Biodiversity. Donc là, on recense des habitats, des fiches, hein, sur les habitats artificiels et la biodiversité en ville de manière générale. Il y a encore le GT application de la réglementation espèces protégées. C'est un peu une commande publique, hein, c'est un espace qui permet d'échanger sur ce point et puis construire des outils. Voilà un peu nos grandes thématiques. Parfait, merci. Il nous reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose voilà, qu'on s'en arrête là. Un grand merci à nos 3 intervenants, et voilà, c'était très intéressant. On diffusera un replay du webinaire, on communiquera aussi là-dessus, donc n'hésitez pas aussi à le diffuser auprès de vos collaborateurs. On mettra le support sur notre site internet. Et puis voilà, avec plaisir pour vous retrouver lors de prochains événements, soit en présentiel, soit dans le cadre de prochains webinaires. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci. Au Merci, revoir. merci, bonne journée. Merci. Merci. C'était très chouette. Merci.